Donc dans la continuité, on va accueillir donc Cédric Yvain, qui va nous parler, donc également de l'ITEPMA, qui va nous parler de l'évolution des itinéraires techniques lavande et lavandin. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Donc Cédric Yvain, ITEPMA, station sud-est à Montélimar. Je vais vous parler de quelques innovations sur les itinéraires techniques de culture de la lavande et du lavandin, sachant que c'est pas exhaustif, mais c'est les innovations peut-être les plus prometteuses pour les années à venir. Je vais décomposer ma présentation en 4 points. Un rapide contexte de la situation des cultures de lavande, lavandin. Ensuite, je vais vous détailler rapidement l'itinéraire technique actuel utilisé par les producteurs et les pistes d'innovation que ça engendre. En 3, je ferai quelques exemples d'innovation actuellement en cours de test. Et enfin, je ferai des conclusions et perspectives. Alors, première partie, donc le contexte de la production lavandicole. Alors, quand on parle de lavande, on parle aussi de lavandin. Donc, il faut savoir qu'il y a souvent, quand on parle de lavande, c'est la lavande fine, Lavandula angustifolia. Il existe aussi la lavande aspic à l'état spontané en Provence, Lavandula latifolia. Et ces deux espèces peuvent se croiser spontanément et donner des lavandins qui sont des hybrides naturels mais stériles. Et donc ils sont beaucoup plus gros que les parents, mais stériles. Alors en termes de production, donc pour la lavande fine, il y a à peu près 3500 hectares cultivés dans le sud-est de la France. C'est une plante qui donne une huile essentielle de très haute qualité et qui est très recherchée. En 2012, la France produisait à peu près 50 tonnes d'huile essentielle et on était le deuxième producteur mondial derrière la Bulgarie qui nous a doublé récemment en 2011. Et en 2013, on est toujours le deuxième producteur mondial. Pour la lavande aspic, alors c'est une espèce de lavande qui est très très peu cultivée en France. Ça se chiffre en quelques hectares, du fait d'une huile essentielle très camphrée, donc particulière. Le lavandin, donc lui c'est une culture beaucoup plus importante en termes de surface. Il y a à peu près 15 000 hectares cultivés dans le sud-est. Cet hybride a hérité du caractère camphré du parent aspic. Bon, il est quand même moins camphré que l'aspic, mais il a ce caractère qui en fait une huile essentielle un peu moins noble beaucoup moins noble que la lavande fine. Par contre, il est très productif et la production annuelle française est bon an mal an autour de 1000 tonnes, 1100 tonnes par an. Et la France est le premier producteur mondial et je crois qu'on fournit 90-95% de la production mondiale d'huile essentielle de lavandin. Alors, les usages de ces 3 plantes. Donc la lavande fine avec une huile essentielle d'excellente qualité est utilisée en aromathérapie ou en parfumerie fine. La lavande aspic, c'est plutôt de l'aromathérapie. Et le lavandin, c'est plutôt un usage industriel avec les lessives, les savons. On trouve aussi, donc là c'est plus anecdotique, un usage de fleurs et de bouquets séchés. Le fameux miel de lavande, qui a un chiffre d'affaires équivalent à l'huile essentielle, et surtout le tourisme, puisque la Provence est très attractive pour les touristes étrangers, de par notamment les champs de lavande. Et c'est en augmentation. Alors maintenant, je viens à la zone de production de la lavande et du lavandin. Celle-ci s'étend sur 2 régions, la région Rhône-Alpes et la région PACA, essentiellement, avec 4 départements principaux, Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Ardèche et un petit peu les Hautes-Alpes pour ce qu'il en reste. Et donc ce sont des secteurs de plaine, mais majoritairement de plateaux et de montagnes avec des sols calcaires sous influence méditerranéenne. Des sols parfois très caillouteux, donc des étés très chauds, très secs, des hivers très froids, très rigoureux. Donc des conditions agronomiques difficiles, mais que lavande et lavandin tolèrent relativement bien. Cela dit, on observe des symptômes de dépérissement sur les cultures de lavande et lavandin,
Vous voyez là les deux photos sur la lavande de population avec, vous voyez très bien les plants qui sont symptomatiques et ceux qui ne le sont pas. Voilà par exemple une parcelle de lavande de population. Donc les plants malades sont vraiment chétifs avec des feuilles jaunissantes, des épis très petits, et en fait les plantes vont finir par sécher et mourir. Sur lavandin, on observe la même chose. Là, c'est sur lavandin grosso, donc j'aurai l'occasion de reparler de cette variété de lavandin qui représente 85%, je m'emballe, 85% des surfaces cultivées en lavandin en France. Et là, au printemps, vous voyez très bien les plants qui sont poussants, qui sont verts, des autres qui sont malades, et même chose à l'automne. Alors, depuis la fin des années 90, nous savons que ce dépérissement est un dépérissement à phytoplasme. Donc le phytoplasme, c'est une espèce de bactérie, pour faire simple. Et cette bactérie est transmise aux plants de lavande et lavandin par un insecte qui s'appelle Hyalestes obsoletus, que vous voyez ici. Donc en haut l'adulte et en bas la larve. Et cet insecte, alors on parle de cicadelle, même si c'est pas une vraie cicadelle, mais pour faire simple, on parle de cicadelle. Cet insecte est capable de faire son cycle complet sur la lavande et le lavandin. Alors c'est un cycle particulier puisque les larves vivent sur les racines et vont piquer les racines pour se nourrir de sève. Les adultes, eux, vont émerger au début de l'été et donc vont être aériens et ont la capacité de voler et de se disperser. Et eux vont piquer les plants sur le feuillage et pondre à la fin de l'été, et donc les larves vont boucler le cycle. Donc du fait de ce cycle particulier, on ne peut pas utiliser des insecticides chimiques de synthèse, car déjà les larves sont dans la profondeur sur les racines, donc en gros inatteignables par les insecticides, y compris systémiques. Et les adultes, eux, volent pendant la période de floraison des cultures, période où il y a des dizaines de milliers d'abeilles dans les parcelles de lavande, et c'est à ce moment-là hors de question d'aller traiter avec un insecticide chimique de synthèse. Parallèlement à ces symptômes de dépérissement qui sont l'immense majorité, on retrouve aussi des symptômes dus au climat. Donc là vous avez des symptômes de gel avec des sections de plantes tuées par le gel. On a eu 15 jours à moins 15 en février 2012, mais c'était général sur la France. Philippe parlait de sécheresse et de canicule estivale. Voici un exemple de plants là, qui sont tués par la sécheresse. A l'inverse, on a des plants qui peuvent mourir d'excès d'eau, parce que la lavande, ça n'aime pas baigner dans l'eau. Notamment au printemps dernier, on a eu un printemps très humide, et là, on voit des taches rondes dans les parcelles où les plants ont eu une asphyxie racinaire. Donc on parle de mortalité pathologique et climatique. Alors, vous comprenez aisément l'impact du réchauffement climatique qu'évoquait Philippe, avec l'impact de la sécheresse et de la canicule sur les plants, qui sont très tolérants aux conditions chaudes et sèches, mais il y a quand même des limites, hein, comme toute plante. Donc, ce réchauffement climatique a un impact direct en affaiblissant les plantes de par un stress hydrique. Et on a une double peine, c'est-à-dire qu'on a un impact également indirect sur la plante via l'impact du réchauffement climatique sur l'insecte et le phytoplasme. L'insecte est thermophile, c'est-à-dire qu'il va se développer beaucoup plus en conditions chaudes et sèches. Et également le phytoplasme se multipliera plus quand il fait chaud. Donc on a ces deux impacts négatifs sur les plants de lavande. Les conséquences pour les producteurs, c'est, vous imaginez bien, une baisse de rendement en huile essentielle, des arrachages précoces de parcelles, parfois au bout de 3-4 ans, alors que la durée, on va dire, traditionnelle d'une culture de lavande, c'est au moins 10 ans. On a une diminution des surfaces cultivées en lavande fine, on avait 5000 hectares en 2005 et en 2012 on est à 3800, qui s'accompagne d'une baisse de la production, 85 tonnes en 2005, 50 tonnes en 2012. Certains producteurs abandonnent carrément la culture de lavande, puisqu'ils n'arrivent plus à en cultiver. Et là, on passe à un risque d'abandon de la culture du lavandin sur le secteur encore limité du plateau de Valençol.
Et en fait, c'est surtout que dans ces zones de culture particulières, il n'existe pas d'autres cultures agronomiques aussi rentables que la lavande ou le lavandin que l'on peut cultiver, de par les conditions de sol que je vous évoquais, des terrains très caillouteux et superficiels et très calcaires. Alors, deuxième partie de l'exposé, c'est l'itinéraire technique culturel actuel. Les parcelles sont majoritairement implantées avec des boutures ligneuses, donc des plants racines nues que vous voyez à gauche. On a quand même un développement de l'installation de plants via des boutures herbacées en mini-motte. Mais dans les deux cas, on observe un enracinement assez superficiel des plants et on suspecte que ça accroît la sensibilité des plants au phénomène de sécheresse et de stress hydrique, mais aussi peut-être aux larves de l'insecte, puisque les larves sont dans les 20-30 premiers centimètres de sol. Alors là, on a fait une étude en 2012 à l'ITEPMAI sur l'enracinement de plants de lavande avec des profils racinaires et des comptages de racines. Et là, vous voyez donc sur les plants, donc en vert c'est des plants sans symptômes, en orange c'est des plants peu symptomatiques et en rouge des plants très symptomatiques. Mais quel que soit le type de symptômes, on a des plants avec des racines qui sont majoritairement entre 0 et 40 cm, on va dire. En termes de pourcentage, on a 80 à 90% du nombre total de racines, compris entre 0 et 30 cm de profondeur. Donc un enracinement plagiotrope ou superficiel. Il existe une piste d'innovation qui est le semi-direct de graines de lavande en parcelle. Donc ne pas installer une parcelle avec des boutures, mais en semant directement des graines sur le champ. Alors c'est une fausse innovation, puisque certains producteurs l'expérimentent depuis une trentaine d'années. Par contre, on a un engouement actuel assez fort pour cette technique, car les producteurs qui l'utilisent signalent qu'ils ont très peu de dépérissement, voire certains disent qu'ils ne sont pas gênés par le dépérissement à phytoplasme. En tout cas, leurs parcelles durent plus longtemps que les parcelles plantées en boutures ligneuses ou herbacées. Le problème de cette technique, c'est que l'implantation est délicate, à la fois pour la germination et la levée, c'est très technique, et les rendements sont plus faibles les premières années, parce que les plants poussent très vite par rapport aux boutures. Donc ça, ce sera ma première innovation, c'est en tout cas étudier l'intérêt du semi-direct, et comprendre pourquoi le semi-direct engendre moins de symptômes de dépérissement. Autre point de l'itinéraire technique culturel actuel, c'est le désherbage des parcelles. Alors que ce soit en conventionnel, qui est réalisé donc en chimique sur le rang et en binage inter-rang, ou en agriculture bio, avec exclusivement du désherbage mécanique, l'objectif des lavandiculteurs, c'est qu'il y ait zéro adventice dans l'inter-rang. Donc le but, c'est d'avoir un sol nu. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de concurrence hydrique pour les cultures, ça c'est sûr. On n'a pas aussi de pollution éventuelle de l'huile essentielle par des adventices avec des odeurs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a une évaporation de l'eau qui est accrue. C'est une technique qui est défavorable à la structure du sol. Vous voyez sur la photo qu'il y a une part non négligeable de la parcelle qui est en sol nu. C'est défavorable à la matière organique, à la biodiversité, donc un risque d'érosion accrue. Et en fait, le sol nu est plus chaud, donc ça va favoriser le développement de l'insecte Hyalestes obsoletus, qui est thermophile. Alors, là, je vous présente des résultats de piégeage en hauteur de l'insecte, enfin des adultes de Hyalestes. On s'est amusé à faire des pièges de 2 mètres de haut à l'ITEPMAI, et on a compté les insectes par tranche de 20 cm, entre de 0 à 2 mètres. Et on a vu qu'on avait 95% des captures entre 0 et 1,20 m, et en fait même 80% des captures entre 0 et 40 cm. Donc la conclusion, c'est que l'insecte se déplace plutôt à hauteur de la culture. Et ça amène une deuxième idée innovante, c'est d'intégrer des couverts végétaux entre les rangs de la culture pour essayer de limiter les déplacements des adultes dans les parcelles et limiter l'infestation des jeunes parcelles, limiter l'arrivée de l'insecte sur ces jeunes parcelles. Et après, ça peut indirectement, ça pourra peut-être amener des avantages pour la structure du sol.
Autre point de l'itinéraire technique, c'est la lutte contre hyalestèse. Donc je vous disais qu'il n'y a pas de lutte curative insecticide pratiquée par les producteurs. Par contre, troisième idée, c'est de perturber le comportement des adultes avec un produit alternatif qui soit sans danger pour les abeilles. Et on a testé, enfin les collègues ont testé de l'argile kaolinite, comme il se fait actuellement sur pas mal de filières en vigne, en arboriculture. Voilà, donc j'en viens donc à l'évaluation de ces trois nouveaux itinéraires techniques. Donc je reviens pour ma première innovation au semi-direct de lavande. Ça c'est une étude qu'on a réalisée pour comparer l'enracinement de différents types de plants de lavande. Alors des plants implantés en racines nues à gauche, en mini-motte, en semi-direct éclairci. Alors éclairci de manière à laisser 2 plants au mètre, pour avoir la même densité que les plants racines nues et mini-motte. Et du semi-direct non éclairci. On n'a pas la batterie du PC. Et donc du semi-direct non éclairci, c'est-à-dire que c'est semé et on laisse les plants germer en l'état. Donc ça c'est encore, j'ai pas analysé toutes les données, mais je voulais vous montrer cette photo puisque alors les plants en semi non éclairci sont certes plus petits que les autres, mais ils sont plus jeunes aussi et ils poussent moins vite. Mais on a vraiment, ce qui est flagrant, c'est ce pivot racinaire très profond. Et encore là, on a cassé les racines à 40 cm parce qu'on les a arrachées à la pioche. Mais ça descend très profond et c'est une structure racinaire qui est complètement différente des autres. Donc on pense que ça participe à une meilleure résistance des plants au stress hydrique et certainement aux larves de l'insecte. Et le semi-direct doit certainement, la très forte densité de plants au mètre linéaire doit certainement participer à la meilleure tolérance du semi-direct par rapport au dépérissement. Mais tout ça, c'est des pistes qu'on doit encore évaluer. Je vous présente des premiers résultats d'un essai CRIEPAM en cours à Manosque. Donc ils suivent l'évolution du dépérissement sur 3 types de plants, racines nues, mini-motte, semi-direct. Donc à décembre 2013, il y avait les plants racines nues, en gros, avaient des symptômes de dépérissement sur la moitié des plants. Pour les plants mini-motte, c'était 41% des plants avec symptômes, et semi-direct, seulement 2%. Donc là, vous voyez l'écart en faveur du semi-direct. Alors par contre, je vous disais qu'on a un développement beaucoup moins rapide des plants semi-direct. Ça se retrouve sur la taille des plants, ici. Mais bon, après, si on a une culture qui dure 10 ans, par rapport à une culture qui dure 4 ans, économiquement, on peut s'y retrouver. Donc tout ça, c'est en cours d'essai. Et on a des espoirs là-dessus. Je passe à la deuxième innovation, c'est les couverts végétaux interrangs. Donc je rappelle les objectifs, c'est de limiter les déplacements des adultes de hyalestès entre parcelles et dans la parcelle. Le souci qu'on a, c'est qu'il ne faut pas que le couvert végétal entre les rangs fasse une concurrence hydrique trop importante pour la culture de lavande. Et le deuxième objectif, c'est évaluer les éventuels bénéfices agronomiques de ces couverts sur le sol et sur la culture. Alors, à l'essai actuellement, on compare des enherbements annuels et pérennes, des couverts végétaux hauts qu'on appelle écran végétal, donc des barrières qui font 1 mètre de haut, ou alors des enherbements ras type gazon. Et on compare aussi l'entretien de ce couvert végétal, alors soit une destruction chimique de ce couvert avec un antigraminé par exemple, soit un entretien mécanique avec un rouleau FACA. Le rouleau FACA, c'est un appareil qui va pincer les tiges, donc qui va les sécher et qui va permettre de conserver un couvert assez ras sans tuer la plante. Ou alors avec pourquoi pas un broyeur double interrang qui permet de faucher complètement le couvert végétal. Alors, un premier exemple avec un essai CRIEPAM avec une implantation d'orge de printemps en 2011. Donc, vous voyez ici là, la rangée de lavandin et là l'interrang semé en orge de printemps.
Alors le CRIEPAM avait réalisé du piégeage d'adultes de Yalestes l'été 2011, avec 5 pièges jaunes par modalité. Dans la partie témoin, sans couvert végétal, ils avaient piégé 60 adultes sur les 5 pièges. Et dans la partie avec couvert végétal, 2 fois moins. En termes de notation de symptômes qu'ils ont réalisé à l'automne dernier, donc sur 500 plans par modalité, on était à 30% de plans symptomatiques dans le témoin sans couvert végétal, et seulement 8% de plans symptomatiques dans la partie avec couvert végétal. Cependant, dans cet essai, il y a une très forte concurrence hydrique qui a été observée. Mais bon, là, en fait, le couvert était trop large en fait, et trop proche du rang. Donc, la largeur du couvert va être travaillée dans les années à venir. Alors, autre exemple sur les couverts végétaux, là, une photo d'un essai de la Chambre d'agriculture de la Drôme installée en 2008, avec, là, cette fois-ci, non pas un écran végétal, mais un couvert type gazon, avec un mélange raiegras, fétuque rouge demi-traçante, où ils ont observé de très bons résultats. Et un essai ITEPMAI avec du mois fourragé, mais vu les conditions climatiques de 2013, ce mois n'avait pas pu monter. Donc ça va être un nouveau thème de travail qu'on va travailler à l'ITEPMAI en collaboration avec le CRIEPAM et nos partenaires de la Chambre d'agriculture du Vaucluse et de la Drôme dans les années à venir. Autre type d'innovation, c'est l'argile kaolinite, avec un objectif d'appliquer sur le feuillage de la lavande un film d'argile qui va blanchir le plant et en fait non pas tuer l'insecte mais le perturber, en fait le dissuader d'aller piquer les feuilles. Donc là vous voyez des photos d'exemples d'application d'argile kaolinite sur les plants, et là un plant en fait blanchi par l'argile, avec une couleur différente d'un plant non traité. Là, je vais vous montrer des résultats rapidement en station de CRIEPAM, avec 4 modalités, insecticide chimique, argile, témoin non traité et un témoin vrai, donc plant protégé sous filet anti-insectes. Donc il faut regarder directement les histogrammes violets à printemps 2013. Donc si on regarde le témoin, en fait il n'y a plus que 30% de plants qui sont sans symptômes, 3 ans après implantation. L'argile, on est encore à 50%, donc on a 20% de symptômes en moins par rapport au témoin. Si on compare avec l'insecticide, ici on voit que l'insecticide donne des résultats moins bons que l'argile kaolinite, en sachant que dans cet essai, ça a été traité en plus toutes les semaines à l'insecticide, ce qui est hors de question d'appliquer ça chez les producteurs. Mais bon, c'est important de savoir que l'insecticide ne fonctionne pas. Et par contre, là quand on regarde le filet, alors c'est des plants qui ont été protégés 2010-2011, découverts en 2012, et on voit déjà un an après découverture, on a presque 50% des plants avec symptômes. Mais ça c'est lié à la très forte pression en insectes qu'ils ont sur leur station. Donc des résultats encourageants de l'argile kaolinite dans les essais stations. Quand on passe chez les producteurs, on a eu des résultats assez variables selon les producteurs, du fait de qualités très différentes d'application, liées à des matériels très différents. Et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait travailler sur la qualité d'application de l'argile. Et là, c'est des essais qui sont encore en cours. Donc pour info, il y a le produit Socalci Arbo WP, donc qui a été homologué sur les parcelles de lavande Lavandin. Donc c'est de l'argile kaolinite. Juste quelques autres exemples d'innovation. Là, on peut cumuler des innovations dont je vous ai déjà parlé. Ici, vous avez une photo avec donc des rangs de lavande que vous voyez ici. Donc ces rangs ont été traités à l'argile kaolinite. Et en plus, il y a eu couplage avec un semis d'orge de printemps, donc entre les rangées. Donc ça, c'est un essai Chambre d'agriculture du Vaucluse, près du Mont Ventoux. Donc couplage de deux techniques. Ou encore, à l'ITEPMAI, on teste des essais de semi-direct de lavande sous couvert de céréales, avec l'objectif de conduire une céréale d'hiver à bas intrants, d'aller jusqu'à la récolte de la céréale, et en fait de profiter de la présence de la céréale pour, après récolte, récupérer des rangées de lavande
mais qui sont propres et qui ne sont pas complètement couvertes d'adventices. Utiliser la céréale comme moyen de limiter le salissement de la parcelle. Donc, en termes de conclusion et de perspective, donc ces différents itinéraires techniques alternatifs sont actuellement en cours d'essai. Et c'est vrai qu'en lavande, comme c'est une culture pérenne, on a besoin de au moins 4-5 ans de recul pour valider ou non chaque technique. Les innovations dont je vous ai parlé ne sont pas exhaustives. On teste tout ce qui peut améliorer l'état sanitaire des parcelles. Par exemple, on teste le greffage, enfin on essaye plein de choses. Ces innovations contrastent avec l'itinéraire technique classique et parfois c'est des bouleversements. Quand on parle de couverts végétaux, ça fait 70 ans que les producteurs ont un objectif d'avoir un sol nu entre les rangs. Et là, on leur parle de mettre de l'herbe, donc c'est une vraie révolution. Le semi-direct, c'est aussi un bouleversement profond. Donc, actuellement, là, début 2014, on a des premiers résultats qui sont très prometteurs, qui vont tous dans le bon sens, mais on a besoin de plusieurs années d'expérimentation encore pour avoir plus de recul et valider ces itinéraires techniques. Et par contre, on a des grands espoirs d'amélioration de la situation sanitaire des lavanderies. Voilà, je vous remercie. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des questions? Un peu sous forme de boutade. On met de la kalonite, c'est bien. La plante est plus verte. Il me semble que la chlorophylle, ça servait à quelque chose. Vous avez mesuré, non, l'incidence sur le développement, la photosynthèse? Alors c'est une question qu'on me pose souvent. On n'a pas mesuré cet impact. Le fournisseur d'argile, lui, explique qu'il n'y a pas d'incidence. Bon après c'est sûr qu'il y a une certaine limite. Hein. Si on met 1 cm d'épaisseur d'argile sur la feuille, je pense qu'il y aura un impact. Elle était bien blanchie, mais là ça avait été surdosé. Mais je pense qu'aux doses homologuées, l'impact, je pense, est minime. Mais après, on l'a pas, pour être franc, on l'a pas mesuré clairement. Mais sur quelle période tu l'appliques? Alors, c'est une très longue période ou en fait, l'application se fait donc avant floraison, première application. Après, c'est renouvelé en fait après récolte, en fonction de la pluviométrie, puisque l'argile peut tenir à peu près 20-25 mm de pluie. Donc c'est sûr que s'il y a des gros orages tous les 15 jours, il faudra renouveler après chaque orage. Mais on est sur à peu près une application donc avant floraison, une deuxième après récolte et dès que possible, et après éventuellement une troisième suivant les conditions météo, de manière à couvrir la période de vol des adultes. Donc en tout cas pas dans la période critique de développement végétatif de la plante, quoi. Ouais, non, c'est plutôt l'été, une fois qu'on a passé la période avril-juin de la période critique de développement. Éric Duclos, ministre de l'Agriculture, lycée horticole d'Angers Lefresne est là. Est-ce que la situation est identique dans les autres pays européens et est-ce que vous avez des relations avec les instituts de recherche qui peut-être se penchent sur la même problématique? Alors, j'ai des relations avec les chercheurs de l'INRA de Bordeaux qui sont spécialistes sur les phytoplasmes et eux savent que, par exemple, si je cite la Bulgarie, qui est le premier producteur mondial d'huile essentielle de lavande, on sait qu'en Bulgarie, ils ont l'insecte et ils ont le phytoplasme. Après, ils n'ont pas forcément les mêmes variétés que nous. Et de ce qu'on en sait, la pression en dépérissement est beaucoup moins forte actuellement en Bulgarie que ce qu'elle ne peut être en France. Par contre, comme ils augmentent leur surface cultivée, il y a toutes les chances pour que la pression de dépérissement augmente aussi dans les pays d'Europe de l'Est. Mais par contre, actuellement, la pression est moins forte qu'en France. Et deuxième petite question, est-ce qu'on pourrait envisager, par rapport aux interventions précédentes, une migration de cette culture-là vers d'autres zones en France Voilà, on remonte vers le nord, on dit que dans 50 ans, il n'y aura plus de vignes à Bordeaux, par exemple, donc on va pas forcément faire du vignoble bordelais à Londres, mais est-ce qu'on peut, alors je prolonge, imaginer une rupture de ces cultures-là dans le bassin méditerranéen, une migration vers des zones
climatiquement plus adapté, quoi, sans le vecteur. Voilà. Alors il faut savoir que l'insecte vecteur est présent jusqu'en Alsace, donc il est présent assez haut quand même dans le nord. Agronomiquement parlant, oui, on peut envisager une migration des cultures un peu vers le nord. Cependant, à l'ITEPMAI et avec les collègues, l'objectif c'est pas ça du tout, c'est de maintenir la culture de lavande dans les zones traditionnelles de production, parce que la filière est structurée à cet endroit-là et que c'est des cultures qui valorisent bien les terres de montagne sèche et qu'on n'a pas d'autres cultures de substitution aussi rentables. Voilà. Donc c'est pas un objectif en soi. Juste un petit complément sur la migration des cultures, j'en parlais en aparté avec Bernard Itier, qui disait en fait c'est pas vrai ça, l'émigration ça se fera pas, parce qu'en fait la luminosité ne change pas. La température va bouger, elle va augmenter en remontant de 2 degrés, mais la luminosité en Alsace, ça sera jamais la même que dans le sud de la France. Donc la lavande ne va pas remonter en Europe. Même un peu, même en Anjou, si tu penses à l'Anjou. Je reviens sur une question, je ne sais plus, qui avait été posée tout à l'heure par là. Sûr que l'exposé avait répondu à la question qui était de tout. Alors oui, la question c'était les besoins en eau des plants de lavande. Donc c'est sûr que s'il fait 40 degrés, on va avoir un blocage de la photosynthèse de la lavande. En fait, on ne connaît pas grand-chose physiologiquement sur les lavandes, comparé au blé. On a cependant, dans un programme de recherche, des collègues de l'Université de Saint-Étienne qui ont fait une étude de la tolérance de toutes les variétés cultivées à la sécheresse. Et là, on aura les résultats courant du printemps, avec un classement de toutes les variétés cultivées selon le critère de tolérance à la sécheresse. Après, en termes de besoins en volume d'eau, j'ai pas de chiffres à donner, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un besoin qui est très important en mai-juin, quand les cultures sont en croissance maximale, et s'il y a des bonnes pluies à cette période-là, on aura quasiment assuré un rendement qui sera correct. Voilà. Après, c'est aussi la même chose à l'automne, puisque la plante a besoin d'eau pour faire des réserves pour supporter l'hiver. Et on voit que s'il y a des sécheresses automnales, on a beaucoup de casse pendant l'hiver. Et en fait, c'est aussi une des pistes de l'innovation des couverts végétaux interrants, c'est d'essayer de garder de l'humidité dans le sol et justement d'avoir des sols qui sont un peu plus résilients face aux variations de température et aux variations assez fortes de pluviométrie. Parce que dans le sud-est, on peut avoir 3 mois sans pluie et puis d'un coup un orage de 200 mm. Donc ça fait beaucoup d'eau, mais pour les plantes, ça fait pas tant que ça d'eau utile au final. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a peut-être le temps juste pour une dernière question. Gilles ? Juste une petite précision sur le front d'avancement. Le dépérissement, il se fait de manière concentrique à partir d'un foyer sur un territoire, ou est-ce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il est en train de remonter vers le nord? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement on a des attaques qui laissent penser que on va avoir une perte importante dans les années qui viennent, parce que c'est tout un front qui remonte? Alors c'est pas aussi simple que ça. En fait, on sait que la maladie est présente partout, donc l'insecte et le phytoplasme, dans toutes les zones de production. Après, ce qui va beaucoup jouer, c'est la densité de culture. Parce que plus il y aura de densité et plus il y aura de risque de transfert d'insectes entre parcelles. Et il y a aussi beaucoup les variétés cultivées. Puisqu'en fait, à partir du moment où on implante une variété sensible, on va entre guillemets élever l'insecte qui va se multiplier. Tandis que si on met une variété tolérante, on va maintenir une population d'insectes assez basse. Donc ça c'est vrai de manière à peu près générale, sauf dans le cas du plateau de Valençol, où là on a un souci assez restreint, enfin géographiquement, de très fort impact de la maladie sur un clone de lavandin, qui est le clone Grosso, et qui est le clone cultivé partout. Donc on sait que s'il commence à flancher, enfin il flanche à cet endroit-là, et on a peur que ça se transmette à toute la zone.
Mais c'est aussi une zone avec une hyper densité de culture de lavandin, avec des monocultures. Enfin, on n'est pas en monoculture, mais on est en blé dur lavandin. Peu de rotation, enfin un contexte agronomique qui n'est pas favorable au maintien d'une pression basse de maladie. Donc merci Cédric. Et merci à vous tous pour votre attention sur cette session PAM, donc cet atelier PAM lié à l'innovation. Il nous reste un petit peu de temps avant de clôturer. Je pense qu'il serait, nous, dans le cadre, donc je vous rappelle, dans le cadre de cet atelier, on a donc 2 rapporteurs qui sont chargés de synthétiser les éléments qui auront été exposés pour la session de demain. Ce qui serait intéressant pour nous maintenant, car on a encore un peu de temps, c'est d'avoir peut-être un avis, des avis sur la session générale, si vous en avez, sur les exposés qui ont pu être donnés, afin d'étayer aussi le travail des rapporteurs sur l'innovation en PPAM de la manière dont elle vous a été exposée cet après-midi. C'est des avis, mais ça peut être aussi des retours d'expérience, vous, au niveau de vos structures, que ce soit des structures industrielles, agricoles, sur votre perception ou sur la mise en œuvre, vous, au quotidien, dans vos structures, de processus innovants, alors en rapport avec ce qui a été présenté cet après-midi ou pas, mais pour justement avoir, comme l'a dit Mathieu, votre perception de l'innovation à votre niveau. Alors la parole est à la salle. Il faut juste que quelqu'un ose se lancer. Je pense que la question est peut-être un peu difficile. En tout cas, nous, pour l'ITEPMAI, c'est un exercice qui est vraiment important. L'innovation dans le secteur, j'ai essayé de la décrire un petit peu dans le contexte où on est. Vous l'avez bien compris qu'elle est essentielle, hein, puisque dans notre secteur, on est soumis à des évolutions de contexte, que ce soit réglementaire, économiques ou écologiques, qui sont très impactants. Elle est également stratégique puisque l'innovation, c'est la force du secteur français, et je pense que que ce soit les industriels ou les agriculteurs ont une grande conscience de cet atout qui permet aux entreprises de se développer. Elle est aussi globale parce qu'elle concerne l'ensemble des maillons du secteur, que ce soit des producteurs agricoles des productions agricoles jusqu'aux produits industriels. Donc elle est tout ça, et elle doit, selon nous, en tant qu'acteur de la recherche, elle doit être collaborative. Parce que, vous l'avez bien compris, les défis sont nombreux, ils sont complexes, et donc difficiles à relever seuls, que ce soit pour nous, ou pour les agriculteurs, ou pour les industriels. On a la chance de travailler dans un secteur où l'amont et l'aval se parlent beaucoup. Et donc il faut, nous en tant que recherche appliquée, on souhaite inciter à la collaboration, inciter à des programmes partenariaux, parce que c'est selon nous la seule manière de relever ces défis qui sont très importants. Donc on vous invite également à réfléchir à ce niveau-là, au format qu'on peut donner à ces collaborations, qui peuvent parfois être difficiles puisqu'elles ont un trait à des éléments stratégiques pour les entreprises, mais qui, selon nous, est la seule manière de progresser sur ces thématiques.
pense que cette question du pas de temps, elle est assez fondamentale. Alors, ça a été exposé, Sarah a fait une remarque très pertinente sur la partie création variétale. Et c'est vrai que nous, on est confronté à ça au quotidien, puisqu'on a un décalage entre les attentes des opérateurs qui commandent des variétés, qui ont un besoin immédiat quand c'est des situations, je dirais presque de crise, comme celle du dépérissement qu'a présenté Cédric. Et puis derrière, nous, les contraintes qu'on est amené à gérer, un programme de création variétale, c'est dans le meilleur des cas une dizaine d'années, mais ça peut être beaucoup plus long. Et donc c'est vrai que la difficulté, c'est de la mettre en adéquation ses besoins, et puis derrière, ce dont on est capable, compte tenu des contraintes qu'on est amené à gérer, quoi. Et le pas de temps est forcément un point qui peut être un point d'achoppement parfois sérieux.